La thèse de Marx, c'est que le prix d'une marchandise gravite autour du temps de travail moyen nécessaire à sa production. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous démontrer que Marx a commis deux erreurs qui ont fragilisé sa théorie de la valeur, ce qui explique d'ailleurs pourquoi la théorie marginaliste a aujourd'hui remplacé la théorie marxiste pour expliquer les prix des marchandises. La première incohérence de Marx, ça a été d'exclure d'emblée l'hypothèse d'une détermination des prix par l'utilité. La deuxième incohérence, ça a été de considérer que c'est le travail moyen et non le travail marginal qui détermine le prix. On va commencer du coup par la première incohérence. Déjà, il faut bien comprendre que dans le Capital, le raisonnement logique que Marx utilise pour démontrer sa thèse, c'est ce qu'on appelle un raisonnement par élimination. C'est-à-dire qu'il va réfléchir aux différents déterminants possibles de la valeur d'une marchandise, et en éliminant d'une part les propriétés physiques de la marchandise et l'utilité de la marchandise, il va en arriver à la conclusion que ça serait forcément le travail qui serait la valeur commune à toutes les marchandises. Le risque du raisonnement par élimination, c'est soit de faire une énumération qui est incomplète, soit de faire une erreur d'élimination. Et Marx a fait une erreur d'élimination, puisqu'il a directement éliminé l'hypothèse que l'utilité puisse être un déterminant du prix, sous prétexte que les utilités concrètes des marchandises seraient toutes différentes. Mais le souci, c'est que Marx n'envisage pas que cela puisse être l'utilité abstraite, et non pas l'utilité concrète, qui soit un déterminant du prix. En gros, il n'envisage pas que ce qui puisse être déterminant, c'est le bien-être que la marchandise apporte à celui qui l'achète, ou à ceux qui l'achètent, indépendamment de la diversité des usages concrets. C'est d'ailleurs exactement ce que reproche Eugène von Bauwerk dans son ouvrage de 1896, Karl Marx et la fin de son système. Et c'est vrai que Marx semble de mauvaise foi sur ce point, puisqu'on pourrait retourner son argument et dire que les marchandises ne nécessitent pas non plus le même travail concret. Chaque marchandise nécessite un travail concret qui est totalement différent d'une marchandise à l'autre. C'est vrai que le travail abstrait, c'est un point commun à la plupart des marchandises, pas toutes, on y reviendra, mais en tout cas, on pourrait vraiment retourner son argument contre lui. En gros, Marx, il envisage le travail abstrait comme déterminant possible du prix, mais pas l'utilité abstraite. Il admettait que l'utilité était un prérequis nécessaire pour qu'une marchandise soit une marchandise, pour qu'elle se vende, mais par contre, il refusait d'admettre qu'elle puisse constituer une mesure quantitative du prix. Pourtant, il reconnaissait lui-même que sa théorie de la valeur n'est valable que pour les biens reproductibles, ce qui exclut d'emblée certaines marchandises, comme les terrains ou les œuvres d'art, par exemple. Il aurait donc pu remarquer que l'utilité anticipée par l'acheteur motive tous les achats, y compris pour les marchandises non reproductibles. Du coup, ça semble particulièrement incohérent, voire de mauvaise foi, d'exclure l'hypothèse qui a une validité plus large, en l'occurrence l'hypothèse de l'utilité abstraite, comme déterminant du prix. En tout cas, l'école néoclassique démontrera que l'utilité marginale, c'est bel et bien un des déterminants du prix, un des déterminants de la demande, et donc du prix. Alors que le coût marginal, comme on le disait dans une précédente vidéo, c'est plutôt le déterminant de l'offre, et donc du prix. En fait, il y a deux déterminants au prix d'une marchandise. Passons à la deuxième incohérence, selon moi, qui est la confusion que Marx fait entre travail moyen et travail marginal. Comme l'explique Isaac Rubin dans son ouvrage Essai sur la théorie de la valeur de Marx 1923, la théorie de la valeur marxiste, elle repose sur l'idée que, en cas d'égalité entre prix et travail moyen, on observerait des afflux de producteurs qui seraient intéressés dans l'obtention d'un revenu supérieur au travail moyen qu'ils ont investi, soit eux-mêmes, soit via leurs salariés. Le souci, c'est que ce raisonnement ignore les apports justement de la révolution marginaliste qui a été, on va dire, qui a été diffusée plutôt après la mort de Marx.
Et en fait, en réalité, ce que cette révolution marginaliste a apporté, c'est que le prix, il s'équilibre autour du travail marginal et non autour du travail moyen. Et que c'est seulement en fait quand le prix est égal au travail marginal que les producteurs cessent de réorienter leur production vers d'autres secteurs. Et ça, c'est plutôt simple à démontrer. Par définition, il y a des producteurs qui ont une productivité supérieure à la moyenne. Et du coup, si le prix était déterminé par le travail moyen, les entreprises qui sont plus productives que la moyenne auraient tout intérêt à augmenter leur production, ce qui augmenterait l'offre et qui du coup ferait baisser les prix, jusqu'à ce qu'ils rejoignent le travail nécessaire à la marge. On voit donc bien que ce n'est pas possible que cela soit le travail moyen qui détermine de manière stable les prix des marchandises. En réalité, l'école néoclassique, encore une fois, démontrera bien que c'est le travail marginal. Eux, ils parlent plutôt de coût marginal, mais à mon avis, le concept le plus pertinent, comme le dit Marx, c'est le travail et pas le coût. En tout cas, c'est le travail marginal qui est le déterminant de l'offre et donc du prix. Pour résumer, retenez que les deux grosses erreurs de Marx dans sa théorie de la valeur, c'est d'une part l'exclusion de l'utilité abstraite comme déterminant possible des prix, et d'autre part la confusion entre travail moyen et travail marginal. La théorie néoclassique, comme je le disais, elle a ensuite corrigé ces deux imprécisions en montrant que ce sont simultanément l'utilité marginale et le travail marginal qui détermine le prix d'équilibre d'une marchandise.